prochain orateur. Pour une fois que c'est avec bonheur, joie qu'un Parisien fervent supporter du PSG introduit avec le sourire, l'amitié, un profond supporter de l'Olympique de Marseille. Alexandre, on a hâte de t'écouter et sache que toutes nos amitiés t'accompagnent dans ce topo sur la maladie cœliaque. À toi. Merci beaucoup, Marc, et merci pour ces gentils mots. Donc, on nous a demandé il y a un certain temps, puisque pour l'anecdote, échange aurait dû avoir lieu en 2019, un temps qu'on pourrait dire anté-covidien, mais à cette époque-là, c'était la grève des trains qui avait conduit au déplacement d'échange, qui avait dû réapparaître fin 2020, puis ça n'a pas été le cas, et finalement, c'est avec plaisir que presque 2 ans après, je vais pouvoir vous présenter le sujet qu'on m'avait proposé de traiter, qui était maladie cœliaque et diabète de type 1. Alors, c'est assez étonnant, il est toujours intéressant de se replonger en arrière, parce que quand on y réfléchit, c'est vrai que la maladie cœliaque, qui paraît presque être une banalité pour un gastropédiatre, c'est une entité qui n'est finalement émergée dans son statut actuel que récemment, et le régime sans gluten, finalement, ne date que de l'après-guerre, donc c'est un temps qui n'est pas si ancien. Et l'association avec le diabète date des années 69 ou 60, vous avez vu 3 articles, 68, 69 et 71, où des faits cliniques rapportent que chez des enfants ayant un diabète, une malabsorption dans le premier, parce que ce n'est pas encore une maladie cœliaque, ou une maladie cœliaque vraiment dans le deuxième, était associée et faisait lever la question, existe-t-il une association spécifique entre le diabète et la maladie cœliaque ? Et donc c'est une situation où maintenant on se retrouve fréquemment en face, puisqu'il arrive régulièrement qu'on soit sollicité par nos collègues endocrinologues pédiatres sur la présence d'anticorps antitransglutaminase chez un enfant diabétique. Par exemple, une vignette clinique, un enfant de 4 ans qui prend un diabète de type 1 qui a été découvert à 34 mois. Quelques mois après, votre collègue endocrinologue vous appelle et vous dit il a des anticorps antitransglutaminase faits en systématique à 132,6 unités par millilitre. Il n'a aucun signe clinique, l'hémoglobine glyquée est à 7,83, le poids et la taille sont bien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous proposez? Finalement, quelle est la fréquence de la maladie cœliaque chez les patients diabétiques? Et chez ces patients, quel est l'intérêt de la mise en place d'un régime sans gluten? On va essayer de traiter ces 3 points dans le temps imparti. Alors, les enquêtes de prévalence sont nombreuses et multiples. Là, je vous en mets une de 2013, alors qui poule adultes et enfants. Mais quand on regarde globalement, on converge vers des chiffres où est-ce que la prévalence d'une association diabète de type 1 et maladie cœliaque est d'environ 6%, en étant plus présente chez les enfants, ce qui était 6,9%, que chez les adultes, c'était 2,7%. Donc, globalement, on estime que 5 à 10% des enfants ayant un diabète de type 1 ont ou vont développer une maladie cœliaque. Donc presque 1 sur 10, c'est quelque chose qui est vraiment fréquent. Alors pourquoi cela? En fait, ça vient tout simplement du HLA. Les gastropédiatres savent, dans les HLA, ça on est toujours paumé, mais on en connaît 2, c'est DQ2 ou DQ8, ça, on vous dit ça, vous dites ça, c'est maladie cœliaque ou pas. Mais il se trouve qu'ils sont en déséquilibre de liaison, signifiant que sur le brin d'ADN qui code pour le DQ2 ou le DQ8, il a souvent associé un autre HLA, qui est le DR3 ou le DR4, qui sont eux des facteurs de risque du diabète. Donc de fait, les enfants qui ont les HLA à risque du diabète ont très très souvent associé les HLA à risque de maladie cœliaque. Et si vous regardez dans une population d'enfants ayant un diabète de type 1, vous voyez que les HLA qui sont partagés sont à 90% des DQ2 ou des DQ8. De fait, ces enfants sont déjà sélectionnés pour avoir un risque majeur de maladie cœliaque au-delà du tableau d'auto-immunité présent chez eux. Alors, comment le dépister? Vous savez que les outils à notre disposition sont donc la sérologie, le HLA, et puis finalement la technique à l'ancienne, endoscopie et biopsie. Alors, j'ai dû faire une mise au point, parce qu'en 2019, les nouvelles recommandations de l'EBSGAN n'étaient pas sorties, donc à l'époque c'était assez facile, puisque l'EBSGAN avait proposé que chez les asymptomatiques à risque, il fallait faire le HLA DQ2, DQ8. Et donc les patients diabétiques entraient strictement dans ce cadre-là, et toute une littérature a fait floraison pour dire que ça ne servait à rien, parce que comme vous avez vu, les patients maladie cœliaque et les patients diabétiques de type 1 ayant dans 90% des cas les HLA DQ2, DQ8, chaque fois qu'on le faisait, 9 fois sur 10 on tombait dessus, et donc il n'avait aucun intérêt coût-efficacité de faire cet HLA.
Bon, de toute façon, ceci a complètement disparu, puisque dans les recommandations de 2020, le HLA a totalement disparu de l'algorithme de Lesbgan, puisqu'on passe directement à la sérologie cœliaque, de manière à pouvoir faire le diagnostic chez les patients, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Cependant, avant de repartir là-dessus, dès le début, se poser la question à quelle fréquence on le fait, parce que finalement, le HLA étant un facteur génétique, vous l'avez pour la vie, vos sérologies, à un moment, elles peuvent être négatives et se positiver, voire dans le diabète, ce qu'on va voir, être à l'inverse, être positive et se négativer. Donc il y avait les recommandations de diverses sociétés savantes qui avaient été reprises en 2016 dans ce travail-là, et en 2021, deux sociétés, qui sont d'ailleurs surtout des sociétés de diabétologie, proposent un screening au diagnostic à 2 ans et à 5 ans. Bon. Je n'ai pas vu de recommandation de la société française ou francophone. Globalement, enfin en tout cas dans mon hôpital, on le fait pratiquement tous les ans. Alors, je ne sais pas quelles sont les habitudes pour un travail intéressant des autres centres, ce qui fait beaucoup plus souvent. Est-ce qu'on a tort de faire cela? Ben non, puisque certains travaux ont montré que quand vous regardez le moment où les gens ont le diagnostic de maladie cœliaque quand ils ont un diabète, il y en a, donc c'est tous ceux qui vont avoir un diagnostic de maladie cœliaque, 9% qui l'ont au diagnostic. 6% la première année, 51% entre 1 et 5 ans et 35% après 5 ans. Donc finalement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment de cut-off, même si globalement le risque diminue un peu avec le temps, qui permettrait de se dire on arrête la surveillance. Alors, les nouvelles recommandations de l'EBSGAN sont assez décevantes dans le cas de la maladie cœliaque, ici du diabète. Pour la maladie cœliaque, elles sont très intéressantes, mais pour le diabète, un peu décevante, puisque finalement, chaque fois qu'ils en parlent, c'est pour dire qu'ils n'ont pas pris la littérature en compte et qu'il faut se méfier, car il faudra des études de bonne qualité pour conclure chez les patients diabétiques, sachant qu'en même temps, ils nous mettent un peu en porte-à-faux, puisque je vous rappelle que dans ces recommandations-là, on peut diagnostiquer une maladie cœliaque chez l'enfant asymptomatique, suivant les mêmes critères sans biopsie, s'il a des anticorps antitransglutaminase anti-endobiotiques supérieurs à 10 fois la normale. Ce qui veut dire qu'on peut donc, théoriquement, les patients diabétiques étant dans ce cadre-là, les diagnostiquer sans biopsie, même si ce n'est pas clairement dit dans les recommandations. Donc là, il y a un petit flou là-dessus, bon, sachant que même pour les asymptomatiques, il est proposé que ce soit discuté avec la famille, ce n'est pas une recommandation aussi forte que les patients symptomatiques. Donc que se passe-t-il si les anticorps antitransglutaminase sont positifs? Donc plusieurs études de suivi ont montré qu'il y peut y avoir des fluctuations, puisque là, dans cette étude où ils suivaient presque 500 enfants, 85% étaient négatifs, 14% étaient positifs. Sur les 14% de positifs, sur les enfants, sur la totalité de la cohorte, 8% avaient une vraie maladie cœliaque, 6% avaient une sérologie positive, dont 4% des enfants donc, ont été diagnostiqués au début avec une sérologie, en totalité, se négativaient et certains se repositivaient. On voit que globalement, les enfants qui ont une sérologie qui fluctue ont un taux d'anticorps antitransglutaminase qui est plus bas. Mais il y a quelques faits cliniques qui rapportent que des patients qui ont eu une sérologie cœliaque positive avec un diabète de type 1 se sont repositivés avec une vraie maladie cœliaque 12 à 17 ans après. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une négativation à un moment des anticorps qu'il faut relâcher la surveillance. La révélation d'une vraie maladie cœliaque est possible même à distance. Alors ce tableau qui n'est pas extrêmement lisible, mais qui est aussi une comparaison. Donc il comparait les patients ayant une maladie, des anticorps positifs et ceux ayant une maladie cœliaque. La grosse différence est sous le seuil. Les patients qui ont que des anticorps positifs qui vont se négativer sont généralement plutôt à 2 N versus 10 N pour ceux qui vont avoir une maladie cœliaque. Et globalement, il y avait des différences sur les paramètres anthropométriques et c'était encore plus flagrant quand on comparait les patients diabétiques de type 1 et diabétiques de type 1 maladie cœliaque, où les patients ayant l'association des deux sont globalement plus petits et moins gros. Alors une étude intéressante, de nouveau c'est souvent le diabète qui permet ces études-là, puisque dans le diabète, il y a eu beaucoup d'études de suite population à risque, et comme vous avez vu, comme il y a l'association des deux, ça permet de voir une étude qui s'appelle TEDDY, où ils ont suivi en prospectif un peu moins de 6000 enfants de la naissance, et tous ces enfants ont un HLA DR3, DR4, 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 DR8 ou DR3, DR3, ce qui veut dire associé au DQ2, DQ8. Ils ont fait des sérologies régulières et regardé le diagnostic. Donc ce diagramme de veine, vous avez plusieurs chevauchements. Vous voyez que la présence d'anticorps anti-ILO sur cette population au suivi, donc tant que je me souviens, c'était à 5 ans, était de 5%, et il y avait 15% qui avaient des anticorps antitransglutaminase, donc une population qui est suivie en prospectif. Parmi eux, seulement 5% avaient une maladie cœliaque, donc un tiers des enfants qui avaient un anticorps antitransglutaminase, et 2,3% un diabète de type 1.
Alors vous voyez qu'il y a quelques patients qui avaient une maladie cœliaque ou un diabète de type 1 sans anticorps dans cette série, et que le chevauchement des deux était d'environ 18% des patients qui avaient un diabète de type 1. Enfin, diabète de type 1 plus maladie cœliaque, c'était 13%, et maladie cœliaque plus diabète de type 1, c'était 5%. Et vous voyez à côté les courbes d'évolution où on voit que les anticorps anti-ILO apparaissent avant les anticorps anti-transglutaminase, même si ces derniers deviennent plus présents, et que de même, généralement, le diabète se révèle avant la maladie cœliaque, même si à un moment, il y a une inversion également. Donc, si on cherche chez des patients a priori qui ont un diabète, on en trouvera forcément beaucoup d'anticorps, puisqu'on voit que dans une cohorte prospective, presque 2 fois plus enfin, 2 tiers des patients ont des anticorps positifs sans avoir encore, en tout cas, une maladie cœliaque. Et une étude qui était une étude rétrospective, mais qui était sur une longue durée, donc qui était sur une dizaine d'années, non 20 ans, vous voyez, c'est une courbe de Kaplan-Meier, qu'il y avait au cours des 5 premières années un grand nombre de personnes, donc ça c'est le nombre de personnes qui restent sans maladie cœliaque ou sans anticorps. On voit que le taux d'anticorps est plus important que le nombre de diagnostics de maladie cœliaque, et là avec un plafonnement après 10 ans, où est-ce qu'il semble qu'il y ait beaucoup moins de nouveaux événements, mais forcément, comme je disais, un travail rétrospectif, avec beaucoup moins de patients suivis. Mais on voyait que de nouveau, on tombait sur 10% de patients ayant un diabète de type 1 qui avaient une vraie maladie cœliaque, et 20% avaient des anticorps positifs. Donc, il y a cette spécificité, on va trouver beaucoup de patients avec des anticorps, et un grand nombre n'auront pas vraiment de maladie cœliaque. Alors, après, la question, c'est quel va être l'intérêt du régime sans gluten ? Les techniques de prise en charge du diabète de type 1 ont beaucoup changé, et maintenant, vous savez qu'il n'y a plus de régime spécifique aux patients diabétiques de type 1. On leur dit qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Bon, cependant, équilibrée chez nous est des fois un peu, disons, divergent vis-à-vis des habitudes nutritionnelles qu'ils peuvent avoir au sein de la famille. Mais là, si vous faites un diagnostic de diabète de maladie cœliaque, vous leur ajoutez par contre une contrainte forte qui est le régime sans gluten. Alors, quel va être l'intérêt ? Déjà, quand on compare des patients ayant une maladie cœliaque, un diabète de type 1, et ceux n'ayant qu'un diabète de type 1, vous voyez qu'ils sont globalement plus jeunes, et ils ont globalement une hémoglobine glyquée qui était un peu moins bonne, et ils sont globalement un peu moins gros. Alors, il y a eu plusieurs études de voir qu'est-ce qui se passait. Donc là, c'est des patients qui ont juste les anticorps positifs ou négatifs. Et vous voyez que globalement, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre ceux qui avaient des anticorps positifs et négatifs. Mais dans cette étude, seuls 11 patients ont été biopsiés et 9 avaient une maladie cœliaque. Donc il y a peut-être simplement des maladies cœliaques potentielles. Quand on regarde par rapport à l'atrophie villositaire, par contre, la densité minérale osseuse est nettement abaissée, puisqu'il y a 2 déviations standards en cas d'atrophie villositaire sévère par rapport à ceux qui ne l'ont pas, si jamais il y a donc une maladie cœliaque active. Et c'est le cas également qu'on voit sur les paramètres anthropométriques de poids et de taille. Vous voyez que l'atrophie villositaire partielle diffère assez peu des patients non cœliaques, mais par contre, elle est nettement abaissée, presque une déviation standard de moins pour le poids et la taille. Et la mise sous régime sans gluten chez ces patients-là permet une amélioration. Donc il y a clairement un bénéfice sur les paramètres anthropométriques et de densité osseuse à prendre un régime sans gluten en cas de diagnostic de maladie cœliaque et de diabète de type 1. Alors par contre, les études qui poolent différents éléments sont assez contradictoires, puisque vous voyez que dans ces études, où est-ce qu'il y a donc 5 études différentes, le fait de mettre un régime sans gluten augmente globalement le poids, augmente le BMI, augmente la taille dans une, augmente, donc aggrave l'hémoglobine glyquée, et dans une, diminue le risque d'hypoglycémie. Et globalement, de nouveau une synthèse, on voit que ça a assez peu d'effet sur le taux d'hémoglobine glyquée. Donc il est probable qu'on ne peut même pas faire miroiter à ces enfants que le fait de diagnostiquer une maladie cœliaque va améliorer l'hémoglobine glyquée. Ça peut avoir un effet, mais c'est assez mineur. Par contre, ça aura clairement un effet sur la prise de poids et dans certains cas sur le BMI. Alors là, de nouveau, c'est une étude de savoir si jamais ce qui se passe quand on met les patients sous régime sans gluten ou pas, avec les caractéristiques de base et les taux d'hémoglobine glyquée. Donc là, vous voyez que c'est des patients qui ont une maladie cœliaque et qui ont par contre un régime sans gluten, dans cette étude, ont une meilleure hémoglobine glyquée. Et
présente également donc de nouveau ce qu'on voit les paramètres de taille, hein, de BMI qui diffèrent. Et donc là, c'est sur donc l'hémoglobine glyquée et le fait qu'ils sont genre symptomatiques avant. Mais par contre, c'est les échelles de qualité de vie et on trouvait que entre les maladies cœliaques et le diabète de type 1, il n'y avait pas de différence de qualité de vie, sauf sur les scores d'alimentation en hétéroévaluation. Par contre, le fait d'être sous un régime sans gluten diminuait, pour les patients ayant un diabète de type 1 et une maladie cœliaque, certains modules de qualité de vie, notamment le module bien-être. Donc il est clair que le régime sans gluten, enfin, il est clair, en tout cas, cette étude semble suggérer que le régime sans gluten chez des patients ayant un diabète de type 1 peut être associé avec une différence de qualité de vie. Donc, il peut y avoir un intérêt de donner un régime sans gluten en cas de diagnostic de maladie cœliaque, en étant conscient qu'il y aura probablement un effet très mineur sur l'équilibre glycémique. Il peut y avoir un effet d'autant plus qu'il y a une vraie maladie cœliaque sur la densité osseuse et sur les paramètres anthropométriques, mais avec des contraintes de régime qui seront présentes. Alors après, il y a quelques études qui ont également évalué l'impact de la maladie cœliaque. Donc là, c'est de patients qui peuvent être adultes. Et il a été montré que chez des patients ayant un diabète de type 1 et qui ont une maladie cœliaque, la maladie cœliaque, ce que vous voyez sur le côté, est un facteur de risque indépendant de rétinopathie et de néphropathie, quel que soit l'équilibre du régime. Donc, il y a, du fait qu'on a une maladie cœliaque, un sur-risque des atteintes de microangiopathie. Et même globalement, dans cette étude, qui comparait donc une étude de population, mais qui regardait chez les patients diabétiques de type 1, 4600 patients, dont 960 avec une association maladie cœliaque, il y avait un sur-risque de mortalité. Vous voyez que le odds ratio était de 2,73, et notamment dû aux événements cardiovasculaires, même si là, il traversait le 1. Donc, la maladie cœliaque associée au diabète peut entraîner un sur-risque de mortalité et de microangiopathie. Je vais pouvoir finir beaucoup plus tôt que prévu. Alors, ça, c'était un algorithme qui était proposé par Weiss et Pineas en 2006. Et globalement, là, il reproposait le HLA, sachant qu'il n'est probablement pas tellement d'intérêt. Mais il y a donc un intérêt de faire, de screener les asymptomatiques, et notamment les symptomatiques, et de discuter une biopsie de manière à voir la présence ou pas d'atrophie villositaire. Alors, à l'inverse, peut se poser la question, quel est le risque de diabète, de pathologie auto-immune chez les patients sous régime? Alors, c'est toujours un peu le problème de la maladie cœliaque, c'est que la maladie cœliaque, on a finalement 3 états. Vous avez la maladie cœliaque potentielle, sur présence d'anticorps, la maladie cœliaque avec une atrophie villositaire prouvée, et puis la maladie cœliaque sous régime, et puis sous régime bien fait ou sous régime pas bien fait, comme vous savez. Donc ça fait tout un continuum. Et là, en tout cas, il montrait que dans cette étude, chez les patients chez qui une maladie cœliaque était existante, on trouvait qu'il y avait un surrisque de diabète avec un risque relatif par rapport à la population générale de 2,4 et notamment de 3,5 sur le HLA DQ2. Bon, vous avez bien vu qu'il y a cette association de toute façon des HLA qui sont des équilibres de liaison, donc qui font que forcément les patients qui ont une maladie cœliaque ont un facteur de risque de diabète, mais le diabète peut donc préexister un certain nombre la maladie cœliaque peut préexister un certain nombre de cas au diabète et être révélé secondairement. Donc il faut que nous soyons attentifs à ça. Nous sommes attentifs dans le suivi de nos patients au risque de thyroïdite, mais d'autres maladies auto-immunes peuvent également survenir. Donc ça, c'était les conclusions de cet article. Il n'y a pas en tout cas, l'EPSGAN n'a pas donné dans leurs dernières recommandations, des recommandations fortes sur le diabète de type 1, qui cependant, en tout cas dans mon expérience personnelle, est le principal groupe à risque que nous voyons régulièrement, puisque finalement il y a d'autres groupes, les sites en IgA, les enfants qui ont une trisomie 21, mais ils occupent beaucoup moins de monde que les diabètes de type 1, donc il y aura probablement un intérêt à se positionner. On voit que 2/3 des patients diabète de type 1 et maladie cœliaque sont asymptomatiques, donc on les voit au screening. Il peut y avoir une normalisation des anticorps de la maladie cœliaque chez les patients à diabète de type 1 et qui consomment du gluten, donc il faut en être conscient, notamment
En phase aiguë, il y a une espèce d'orage d'auto-immunité en phase initiale où souvent des anticorps peuvent être positifs et se normaliser secondairement. Donc il ne faut pas se précipiter vers le régime sans gluten si des anticorps sont positifs. C'est un facteur de risque de début précoce. En tout cas, l'association diabète et maladie cœliaque est plus présente chez les enfants qui ont une révélation tôt de leur diabète de type 1. Alors, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont des diabètes de type 1 et que c'est de plus en plus tôt. Il n'y a pas de preuve formelle de l'intérêt d'un régime sans gluten chez des patients ayant un diabète de type 1 et une maladie cœliaque asymptomatique, a fortiori s'il n'y a pas d'atrophie villositaire. Ce qui d'ailleurs pose la question qui n'est pas résolue de savoir est-ce qu'il faut biopsier ces patients ou pas. Clairement, les études montrent un intérêt chez les patients ayant une atrophie villositaire de mettre sous régime, mais les autres, qu'est-ce qu'on doit en faire? Mais si jamais c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait comme surveillance? Il faut être aussi conscient que la maladie cœliaque est un facteur de risque indépendant de complications de micro-macro-angiopathie diabétique, et donc il faut être très attentif au niveau de cette surveillance. Et que ceci est donc un facteur de risque de mortalité, probablement lié à ces atteintes d'angiopathie, puis les surrisques liés à la maladie cœliaque elle-même. Et puis enfin, il existe un surrisque de pathologie auto-immune, c'est une maladie cœliaque. Donc c'est vrai que c'est un ensemble qui nécessite une bonne coopération avec nos collègues d'endocrinologues pédiatres. On n'aura pas forcément des réponses extrêmement formelle, puisque vous voyez que le HLA ne nous aidera pas, donc il faudra un suivi régulier de ces patients, avec toujours la question de à quel moment est-ce qu'on met un régime sans gluten. Si le patient est symptomatique, bon, c'est assez facile, mais s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'on s'autorise comme seuil? Alors, quelques études semblent suggérer que des critères à plus de 11 fois la normale sont quand même extrêmement prédictifs de lésions villositaires sévères, donc peut-être que pour cela, pourrait se poser la question dans ce groupe, comme dans le reste de la population, de ne pas les biopsier. Dans les intermédiaires, il faut probablement se donner un peu de temps, sachant qu'on n'a pas vraiment de cut-off. À quel moment est-ce qu'il faut aller jusqu'à la biopsie pour savoir vraiment où est-ce qu'on en est? Puisque bon, si les anticorps durent plusieurs années, à un moment, le seul moyen de trancher, c'est d'aller voir in situ, entre guillemets. Donc il y a encore beaucoup de questions à faire, mais il faut que nous soyons investis, enfin, la communauté des gastropédiatres, dans le suivi de ces patients qui vont être nécessaires de suivi sur le long cours. Merci. Merci Alexandre, ça pose beaucoup de questions. Merci pour cette présentation remarquable et heureusement qu'on a attendu 2 ans parce que comme ça tu as pu donner des éléments supplémentaires de réflexion. Alors on a quelques minutes pour essayer d'avoir une attitude pratique que tu as suggérée en sachant que il serait probablement très intéressant de coordonner au sein du groupe francophone un groupe peut-être maladie cœliaque pour susciter certaines recommandations qui sont des recommandations de bon sens puisque comme tu dis, il y a rien qui peut être démontré. Donc si on prend les choses telles que tu nous les as présentées, et je vais te demander ce que toi tu proposes puisque c'est des choses qui sont soumises à discussion. Un enfant qui a un diabète de type 1 avec parfois une annonce de maladie qui a été un peu difficile, puis ensuite une maladie cœliaque qui enchaîne assez rapidement, qui sont 2 maladies à la fois chronique et dite à vie, même si il y a parfois des anticorps qui se négativent, comme tu viens de nous le dire. Mettre un enfant qui est donc diabétique, asymptomatique, avec des anticorps à 6, 7, 8 fois la normale, on va dire moins de 10, le mettre sous régime entre guillemets, un petit peu empirique sans biopsie intestinale, en sachant qu'il faut faire attention de faire les fameuses biopsies à la fois dans le bulbe et à la fois répétées pour... puisqu'il y a des études qui ont montré qu'il y a plus de patchy lesions, des lésions un petit peu éparses dans les maladies cœliaques qui sont associées au diabète. Donc, est-ce que tu nous confirmes, je vais te mettre à l'aise, c'est ce que nous on fait dans notre hôpital, c'est de biopsier systématiquement avant de mettre à un régime sans gluten un enfant qui est diabétique paucisymptomatique. Est-ce que dans l'état actuel de nos connaissances,
tu préconises à titre individuel, quitte à ce que nous émettions un avis d'expert là-dessus? Est-ce que tu préconises cela ou tu préconises un régime empirique comme pour les enfants qui sont à risque, puisque le groupe à risque dans les familles, dans les maladies, comme tu as dit, chromosomiques. Je rappelle que le Turner et le syndrome de Williams sont également susceptibles, plus susceptibles que la population générale d'avoir une maladie cœliaque. On dit qu'on n'a pas besoin d'attendre 10 fois la normale pour mettre au régime empirique. Donc, je réitère ma question. Est-ce que dans ces situations, tu proposes de revenir à la biopsie intestinale ou est-ce que tu proposes de mettre en route des régimes, quitte à ce qu'il y ait un suivi particulier qui soit fait? Merci Marc. Alors c'est toujours complexe. Moi, je pense qu'au-dessous de 10, enfin moi j'ai tendance à beaucoup biopsier dans ma pratique. Je pense que la maladie cœliaque est quand même très très lourd, puisqu'aujourd'hui on admet que c'est une maladie à vie et qu'il faut vraiment être sûr de ce qu'on propose. Et que finalement, il me dit, bon, c'est un geste complexe, mais enfin on est quand même passé de trois fibros avant à une seule fibro, et on a parfois des surprises. Alors je pense qu'au-dessous de 10, moi on préconise de biopsier. Généralement, après le diagnostic, on se donne un peu de temps de recontrôle des anticorps si vraiment l'enfant est asymptomatique avant d'y aller, puisqu'on a des fluctuations. Des fois, on se donne même beaucoup de temps, parce que je vois, oui, qu'on en fait un à 6 mois, puis à 1 an. Et après, c'est sûr que moi, j'aurais tendance à biopsier. Alors, se pose la question de la 10, parce que c'est vrai qu'on voit, c'est tout à fait personnel sur une minuscule cohorte, donc ça apporte rien, mais quand on est au-dessous de 10, il y a vraiment une corrélation très forte avec l'atrophie villositaire. Donc, est-ce que là, dans ce cas, on pourrait se passer dessus? Il y a une étude qui proposait à 11 pour être vraiment sûr. Bon, enfin, vous me direz 10, 11, ça fait passer de, en gros, 70 à 100 ou 120. Mais j'ai quand même tendance facilement à proposer des biopsies, sachant que paradoxalement, le problème, c'est quand elles sont normales, parce qu'on a des enfants chez qui on a une sérologie cœliaque positive, style à 60, 65. Vous faites la biopsie, elles sont normales, et qu'est-ce que vous faites? Alors, vous continuez à suivre la sérologie. Enfin, si elle reste positive, à un moment, s'il n'y a toujours pas de signe, vous vous dites qu'il faut bien voir quelque chose. Alors, nous, on fait tous les 2 ans. Ce qui est un peu plutôt le consensus de dire tous les ans, ça fait beaucoup. Tous les 3 ans, ça va peut-être faire beaucoup aussi. Donc, tous les 2 ans, on peut espérer. Mais enfin, il n'y a pas vraiment de guideline. C'est vraiment de se dire quelle est un peu la balance. Et j'ai une petite patiente, ça fait 4 ans qu'on suit, qu'on a biopsié 2 fois et qui a pour l'instant pas d'atrophie, pas de signe. Sachant que l'infiltrat aussi, lymphocytes intraépithéliales est plus présent chez les patients ayant un diabète. Donc, en plus, il faut vraiment des marches un peu cognées pour y aller. Pour y aller. Alors, il y a des questions qui nous sont posées. Alors, il y a Karim d'Oran, alors qui suit beaucoup de maladies cœliaques, comme tu le sais, qui te félicite pour ta belle communication et qui te dit: est-ce que tu mets sous régime sans gluten une maladie cœliaque asymptomatique et diabète de type 1, ou tu proposes aux parents à eux de décider? Donc là, c'est un peu ce que tu viens de dire. Disons que c'est... Oui, c'est un peu le problème. Si on est vraiment asymptomatique... Enfin, c'est le problème. C'est qu'en plus, on a une grosse tendance à avoir le régime sans gluten facile avec l'effet de mode. Et on sait que si on fait un régime sans gluten, on n'aura pas de maladie cœliaque. Donc, si des gens veulent faire un régime sans gluten, ma foi, on ne peut pas leur interdire. Si psychologiquement, ça va bien. Assez paradoxalement, ça m'a surpris, j'ai une patiente, anecdote, qui était plus traumatisée par la maladie cœliaque que par le diabète. Parce que finalement, avec les pompes, avec tous les capteurs, bon, je dis pas que c'est facile, mais je pense qu'elle avait l'impression de pouvoir gérer, avoir une vie normale. C'est que la maladie cœliaque, c'est quand même, on peut pas aller au restaurant, enfin plus difficilement, on peut pas aller chez des amis, il faut faire attention. Donc, c'est aussi un espèce de paradoxe qu'on a, c'est que des fois, nous, ça nous paraît facile, on sait que c'est contraignant, mais des fois, pour les patients, c'est bon, une deuxième maladie, mais en plus une deuxième maladie qui leur paraît encore plus complexe dans leur organisation de tous les jours. Il faut bien entendu associer les patients à la discussion. Globalement, quand même, mon impression, c'est que la majorité, si vous leur dites on ne fait pas de régime, préfèrent sans régime. Il y en a quelques-uns qui veulent le régime, il y a quelques-uns qui comprennent bien que... Parce que quand on dit le régime, c'est un vrai régime qu'il faut faire. Bien sûr. Donc, si on leur dit oui, vous arrêtez de manger des pâtes et du pain, mais vous continuez de manger le reste. Donc, c'est complexe, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que, pour moi, c'est l'expérience personnelle, afin de les convaincre, j'aime bien être convaincu quand j'ai la biopsie sous les yeux.
Ça m'a l'air clair. Trois autres questions. Quel est le pronostic statural des diabètes maladies cœliaques versus les diabètes seuls? Est-ce que tu as cette information? J'ai pas vu, il faudrait que je refasse d'études en taille finale. Ils sont plus petits, comme vous avez vu, au diagnostic, mais normalement, sous régime sans gluten, ils rattrapent. Donc normalement, ils devraient retrouver leur taille, mais j'ai pas vu d'études. Ce serait intéressant d'ailleurs à faire, de voir est-ce qu'en taille cible, ils arrivent vraiment à leur taille cible. Alors, on continue avec les questions. En pratique, les différentes équipes font des biopsies ou pas quand patient asymptomatique et anticorps très positifs 2 années de suite à leur bilan annuel. Donc ça, c'est ce que tu as dit, hein, sur la facilité à faire des biopsies quand les anticorps sont inférieurs à 10, voire 11, tu as dit le chiffre. On pose une autre question. Après, vas-y. juste, je rappelais que l'attitude sans biopsie est quand même très très européenne, parce qu'à ma connaissance, le NAPSGAN n'a pas, je ne vais pas regarder la dernière recommandation, ils n'ont pas pris les attitudes européennes et les adultes continuent de biopsier. Enfin, c'est vrai que mon impression est parfois que dans les médecine, qu'on a une espèce de course en avant du no-biopsie. Je pense que c'est très bien et c'est légitime d'y penser, mais à la base, il faut se rappeler qu'on est quand même extrêmement minoritaire. Enfin, je ne sais plus, tu as vu les recommandations de NAPSGAN? Oui, non, je suis d'accord avec toi. Les adultes et la NAPSGAN ne suivent pas encore, enfin d'un point de vue officiel et administratif, si je puis dire. Mais ça serait bien qu'au niveau du groupe francophone, on essaye de se positionner derrière des leaders comme toi en France ou Karim en Algérie pour arriver à proposer quelque chose, quitte à ce on a le droit de se tromper, hein, on a le droit de changer des avis d'experts année après année, mais au moins que les choses soient clairement dites aux patients. Il y a une autre... C'est rebondir sur le fait que le fait de faire une biopsie me semble pas être un gros mot. Enfin, c'était surtout ça. C'est que des fois, on a l'impression dans certains papiers que l'attitude sans biopsie doit être une espèce de finalité. Il me semble que c'est un outil qu'on a à disposition. Enfin, on fait quand même... Bon, peut-être on essaie de faire moins d'endoscopies possible pour bien être des enfants. Enfin, on en fait quand même un certain nombre où on ne trouve pas grand-chose. Dans un certain nombre de cas, ça me semble être licite de pouvoir y aller. Et justement, comme on est toujours dans cette éducation thérapeutique pour le patient avec participation active des familles, il y a une proposition qui nous est faite pour dire pourquoi ne pas faire participer les parents aux décisions des conduites à tenir dans ce cas complexe où doit être intégré l'avis des parents dans les guidelines. Je cite, hein. Alors, après, je pense comme tout le monde, quand vous discutez ça, nous, enfin, après, je pense que c'est le cas, vous voyez les parents avec la sérologie pour proposer ce que vous allez faire. Dans mon expérience, la majorité se remettent totalement à ce que vous leur dites. Alors, je pense que certains ont des avis très tranchés, donc on peut les écouter. Sachant qu'il y a quelques écueils, comme j'ai dit, c'est que, enfin, expérience personnelle qui a aucune valeur, mais qui est juste que vous avez soit ceux qui vont vouloir un régime à minima, vous dire oui, on fait le régime, mais pas le dimanche ou pas pour ça, soit ceux qui vont vous dire que ils veulent bien, enfin, ils veulent faire, mais pas longtemps. Enfin, ce qu'il faut aussi expliquer, à mon avis, notre rôle, c'est que si on fait le régime, c'est théoriquement pour le faire à vie, enfin, comme on traite une vraie maladie cœliaque. Alors, on peut proposer de le faire que transitoirement, mais avec le risque qu'après, le suivi est encore plus compliqué, puisqu'on sait que des patients authentiquement maladie cœliaque négatifs mettent plusieurs mois ou années à se repositiver. Donc il y a aussi ces éléments, mais on les associe bien entendu à la discussion, mais enfin, le plus souvent, ils sont déjà eu un peu reçu le diabète sur la tête, ils vous écoutent sur ce que vous allez dire. Donc, en tout cas, j'ai jamais eu, pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai pas eu de changement où est-ce que les gens m'ont dit non, on veut absolument faire le régime sans biopsie ou ça, mais après, ça peut arriver. Je pense que c'est essentiel de leur discuter, mais... En tout cas, des messages forts que tu nous as livrés. Juste pour préciser, tu as dit tous les ans ou tous les 2 ans. Chez un enfant que tu suis pour une maladie cœliaque, ce que tu utilises, c'est plutôt l'hémoglobine glyquée pour le suivi éventuellement de l'apparition d'un diabète, ou tu le fais pas ou... Alors moi, personnellement, finalement, je ne le fais pas. Oui, ce serait une question de se dire est-ce qu'on doit le faire. Après, se poserait la question, il faut être en tout cas attentif à discuter des signes cliniques, même si c'est de nouveau l'ordre est assez faible dans ce sens-là. Après, le problème qu'on va avoir, en tout cas que je trouve que dans le série dans lequel je travaille, on a les
diabétologues qui sont avec nous, donc on les voit, c'est que si on diagnostique un diabète très tôt, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait. Parce que pour l'instant, il y a des essais de thérapeutiques immunomodulatrices pour éviter l'apparition du diabète. Mais en tout cas, généralement, c'est une marche un peu inéluctable, sachant que pendant tout un temps, pendant plusieurs années, vous avez une phase, vous avez une hémoglobine glyquée qui peut être un peu plus haute, une mauvaise régulation, mais finalement pas le risque majeur. Et donc, c'est à quel moment est-ce qu'on met l'insuline en place? Et c'est toujours le problème du dépistage, en fait. Donc en t'écoutant, je suis de plus en plus persuadé qu'il est bon que nous prenions au moins une attitude commune, quitte à ce qu'elle soit réévaluée, mais qu'il y ait une homogénéité dans toute la francophonie pour suivre ces enfants qui ont donc une et ou deux maladies conjointes. Alexandre, merci, c'était tout à fait passionnant.